En franchissant le seuil de la salle d'audience, j'ai senti sur moi le poids de chaque regard, acéré comme une multitude d'aiguilles. L'atmosphère était lourde, pesante, presque irrespirable. Mon fils Thomas était assis aux côtés de son avocat, portant un costume gris qui avait sans doute coûté plus que ce que je dépensais, en un mois entier, lorsqu'il était enfant. Près de lui, Chloé, ma belle-fille, arborait une robe couleur ivoire, certainement choisie avec soin pour incarner la victime parfaite de cette tragédie. En me voyant entrer, ses yeux se sont levés au ciel avec ce geste qui lui était si propre, cette expression de mépris silencieux qu'elle avait peaufiné au fil des ans. Elle a roulé des yeux comme si ma seule présence était une insulte personnelle, un désagrément inévitable dans sa journée parfaitement orchestrée. J'ai entendu un soupir exagéré s'échapper de ses lèvres peintes d'un ton corail qui tranchait avec la pâleur artificielle de son visage. Thomas, lui, ne m'a même pas jeté un regard. Il gardait les yeux rivés sur les documents posés devant lui, comme si j'étais transparente, inexistante. Cette indifférence me blessait plus profondément que n'importe quelle insulte. J'ai traversé lentement l'allée centrale, sentant le fardeau de mes 66 ans peser non pas sur mes os, mais sur mon cœur. Chaque pas résonnait dans le silence attentif du tribunal. Je portais un tailleur simple, de couleur neutre, sans ostentation. Rien qui ne puisse attirer l'attention. Je n'ai jamais aimé la lumière des projecteurs. J'ai toujours préféré le pouvoir discret, celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Je me suis assise à la place qui m'était réservée, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Le juge est entré, sa robe noire flottant légèrement au gré de ses mouvements. Il a gravi les marches de son estrade avec cette autorité que confèrent les années d'expérience. Il a saisi son marteau, l'a frappé une seule fois contre le bois, et le son a retenti comme un coup de tonnerre étouffé. Il a levé les yeux pour balayer l'assemblée du regard, ce geste routinier que font tous les juges avant de commencer. Mais lorsque son regard s'est posé sur moi, il s'est figé. Son expression a changé en un instant. Le masque professionnel et distant a laissé place à une émotion que je n'ai pas su identifier tout de suite. La surprise, peut-être le respect, c'était indéniable. Ses sourcils se sont haussés, et j'ai vu ses doigts se crisper sur le marteau qu'il tenait. Un silence gênant s'est installé. Un de ces silences qui semblent durer une éternité, mais ne durent que quelques secondes. Il a légèrement penché la tête, plissant les yeux comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Puis, il a parlé. « Un instant », a-t-il dit d'une voix posée, presque incrédule. « Les accusations visent Madame Mercier ?» Il a prononcé mon nom avec une emphase particulière, comme si ces 3 syllabes recelaient une signification que seul lui et moi pouvions comprendre. « Éléonore Mercier ». J'ai vu Chloé lancer un regard perplexe à Thomas. Il a froncé les sourcils, visiblement agacé par cette interruption, par le ton respectueux que le juge avait employé à mon égard. Il ne comprenait rien. Il n'avait jamais rien compris. L'avocat de mon fils s'est levé prestement, ajustant nerveusement sa cravate bordeaux. « Oui, monsieur le juge », a-t-il commencé avec cette voix travaillée de celui qui a répété son discours 1000 fois devant le miroir. « Nous sommes ici car mon client, monsieur Thomas Mercier, fils de l'accusé, soutient que sa mère, une femme d'un âge avancé et potentiellement influençable, a été manipulée par son défunt mari pour hériter de l'intégralité du patrimoine familial. Il parlait de moi comme si j'étais une vieille femme sénile, fragile, dépourvue de toute capacité de jugement. Le juge ne lui a pas répondu immédiatement. Il m'a regardé de nouveau, cette fois avec un mélange de curiosité et de quelque chose de plus profond. Une forme de reconnaissance, peut-être. Il a posé les coudes sur son bureau et a joint les doigts devant son visage, comme s'il traitait une information qui ne correspondait pas à la situation présente. « Poursuivez », a-t-il finalement dit, mais sa voix n'avait plus la même neutralité. Il y avait une nuance différente, une prudence qui n'existait pas au début. Chloé s'est penchée vers Thomas et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas pu entendre, mais au mouvement de ses lèvres et à l'expression de son visage, j'ai su qu'elle était contrariée,
se demandant probablement pourquoi le juge m'avait regardé ainsi, pourquoi il avait prononcé mon nom avec cette déférence inexplicable. Elle avait toujours cru pouvoir tout contrôler, que sa beauté et son assurance suffisaient à obtenir tout ce qu'elle désirait. Mais dans ce prétoire, les choses ne fonctionnaient pas comme dans ces dîners mondains, avec des amis aussi superficiels qu'elle. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là, comment je me suis retrouvée sur le banc des accusés, traitée par mon propre fils de vieille femme, manipulable et stupide, il faut que je vous ramène un peu en arrière. Il faut que vous connaissiez toute l'histoire, pas seulement ce dernier chapitre, car la vérité ne se trouve jamais dans une seule scène. La vérité se construit au fil des années, des décisions, des silences qui blessent plus que les mots, des absences qui pèsent plus lourd que n'importe quelle présence. Tout a commencé il y a bien longtemps, quand j'étais une femme complètement différente. Enfin, pas si différente, car au fond, j'ai toujours été la même. Mais les circonstances m'ont façonnée, brisée et reconstruite si souvent que parfois, je ne reconnaissais plus la femme dans le miroir. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré Stéphane. Il en avait 30, il était ambitieux, intelligent, et il avait ce regard qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Je terminais mes études de droit. J'étais la meilleure de ma promotion. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un fait. Mes professeurs disaient que j'avais un avenir brillant, que j'irais loin, que mon nom resterait gravé dans des jugements importants. Chaque affaire, chaque loi, chaque plaidoirie me passionnait. Je passais des nuits entières à la bibliothèque, entourée de lourds ouvrages et de cas de jurisprudence qui me fascinaient. Je rêvais de devenir juge un jour, de rendre la justice, de défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Mais Thomas est arrivé. Ce n'était pas prévu, mais ce n'était pas non plus indésiré. Quand j'ai vu ces 2 lignes sur le test de grossesse, j'ai ressenti un mélange de terreur et d'excitation que je n'avais jamais connu. Stéphane était heureux, vraiment heureux. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit que nous formerions la plus belle des familles. Et je l'ai cru. Je l'ai cru parce que je voulais y croire, parce qu'à ce moment-là, l'amour rendait tout possible. J'ai quitté l'université à 2 semestres de mon diplôme. 2 semestres, 6 mois qui me séparèrent de ce parchemin que j'avais poursuivi pendant des années, de cet avenir que j'avais bâti avec tant d'efforts et de sacrifices. Mais à l'époque, cela semblait être la bonne décision. Stéphane développait son entreprise, travaillait 18 heures par jour, et quelqu'un devait être à la maison pour préparer le nid pour notre enfant. Cette personne, ce fut moi. Je ne l'ai pas regretté sur le moment. Vraiment pas. Quand Thomas est né, avec ses grands yeux et ses mains parfaites, j'ai senti que tout en avait valu la peine. Je le tenais dans mes bras, et je voyais en lui un nouveau but, une mission différente, mais tout aussi importante. Être mère, pensais-je, était la plus noble des professions. Et à bien des égards, ça l'est. Mais personne ne vous dit le prix à payer pour cette noblesse. Stéphane a tenu sa promesse de devenir riche. En 5 ans, son entreprise d'import-export réalisait un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an. Nous avons acheté une immense maison dans le quartier le plus chic de la ville, avec des jardins dignes d'un magazine et une piscine qui scintillait comme un miroir sous le soleil. Nous avions 3 voitures, du personnel, une vie qui, de l'extérieur, semblait parfaite, et sur de nombreux aspects, elle l'était. Stéphane m'aimait, je n'en ai jamais douté. Mais il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, quelque chose qu'aucun homme de sa génération ne comprenait vraiment. J'avais cessé d'être Éléonore. J'étais devenue l'épouse de Stéphane Mercier, la mère de Thomas, l'hôtesse parfaite de ses dîners d'affaires, la femme qui souriait sur les photos des magazines mondains, avec une robe couleur champagne et un collier de perles qui pesait aussi lourd que mon silence. Quand on me demandait ce que je faisais, je répondais que j'étais femme au foyer, et je voyais l'intérêt dans leurs yeux s'éteindre aussitôt, comme si j'avais dit que je ne faisais rien du tout. Thomas a grandi comme un enfant gâté. C'est aussi un fait, pas une opinion. Nous lui avons donné tout ce qu'il demandait, et plus encore.
Des jouets importés, des voyages à l'étranger chaque année, des vêtements de marque, la meilleure école privée de la ville. Nous pensions que c'était ainsi qu'on montrait son amour. Comme nous nous trompions. L'amour ne se mesure pas en euros, ni en cadeaux emballés dans du papier brillant. Il se mesure en temps, en présence, en conversation sincère. Mais quand on s'en rend compte, il est parfois trop tard. À 16 ans, Thomas me parlait déjà avec ce ton condescendant qui allait devenir sa manière habituelle de s'adresser à moi. « Maman, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne », me disait-il quand j'essayais de le conseiller. « Maman, ça, c'était avant. Les choses ont changé. » Comme si mes 40 et quelques années avaient fait de moi une relique du passé, une personne dont les opinions n'avaient plus aucune valeur. Et je me taisais, ravalant mes mots, parce que je ne voulais pas créer de conflit, parce que les bonnes mères ne se disputent pas avec leurs enfants, parce que j'avais appris à préserver la paix à tout prix. Stéphane travaillait tant que je le voyais à peine. Il rentrait tard, dînait rapidement, parcourait des dossiers et s'endormait devant la télévision. Le week-end, il jouait au golf avec ses partenaires ou assistait à des événements professionnels où je l'accompagnais, tel un accessoire élégant, mais superflu. Nos conversations étaient devenues transactionnelles. « Il faut que tu récupères ceci. N'oublie pas cela. La banque a appelé pour autre chose. » Nous étions devenus des partenaires logistiques, pas des époux. Mais il y avait une personne dans cette famille qui, elle, me voyait. Lucien, le père de Stéphane. Lui me regardait dans les yeux quand il me parlait. Lui posait de vraies questions et attendait de vraies réponses. Lucien avait été avocat toute sa vie. Il avait pris sa retraite à 65 ans, avec une réputation sans tache et un esprit toujours aussi vif qu'un scalpel. C'était un homme grand, aux épaules larges que les années n'avaient pas réussi à courber entièrement, avec des cheveux argentés peignés en arrière et de grandes mains qui tenaient toujours un livre ou un journal. Il venait déjeuner à la maison tous les dimanches. C'était la seule tradition familiale qui était restée intacte. Et tandis que Stéphane prenait des appels et que Thomas s'enfermait dans sa chambre avec ses jeux vidéo, Lucien et moi nous asseyions dans le jardin pour prendre le café. Nous parlions de tout, de politique, d'histoire, d'affaires judiciaires qui faisaient l'actualité. Il me racontait des anecdotes de ses années au barreau, des cas impossibles qu'il avait gagnés, des injustices qu'il avait réparées. Un dimanche, j'avais 42 ans et j'étais particulièrement mélancolique. Lucien m'a posé une question que personne d'autre n'avait pris la peine de me poser depuis des années. « Éléonore, » dit-il en remuant le sucre dans sa tasse, « vous avez étudié le droit, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Il connaissait la réponse. J'ai hoché la tête en silence, sentant ma gorge se nouer. « Et pourquoi avez-vous arrêté ?» a-t-il alors demandé, en me fixant de ses yeux qui voyaient trop de choses. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître détaché. « Pour Thomas !» ai-je répondu. Il fallait bien que quelqu'un l'élève. Lucien a posé sa tasse sur la table avec plus de force que nécessaire. Le bruit a résonné dans le silence du jardin. « Éléonore !» a-t-il dit d'une voix ferme mais douce. « Élever un enfant est important, mais se perdre soi-même dans le processus ne l'est pas. » Je suis restée à le regarder, ne sachant que répondre. Personne ne m'avait jamais dit une chose pareille. Personne n'avait validé ce sentiment de vide que je tentais d'ignorer depuis des années. « Vous aviez des rêves !» a-t-il poursuivi. « Vous aviez un avenir brillant, et vous avez tout échangé contre ça. » Il a fait un geste large de la main, englobant la maison, le jardin, toute cette vie d'apparence que j'avais construite. « Je ne dis pas que c'est mal, » a-t-il ajouté rapidement. « Mais dites-moi la vérité. Êtes-vous heureuse ?» La question m'est tombée dessus comme une pierre. « Êtes-vous heureuse, Éléonore ?» 4 mots simples que personne ne m'avait adressés depuis des décennies. J'ai ouvert la bouche pour répondre par le mensonge habituel. « Oui, bien sûr que je suis heureuse. J'ai tout ce qu'une femme peut désirer. » Mais les mots ne sont pas sortis. À la place, j'ai senti mes yeux s'emplir de larmes que j'avais contenues pendant des années. Lucien n'a rien dit de plus.
Il a simplement tendu sa main sur la table et a recouvert la mienne. Ce geste simple, ce contact humain empreint de compréhension, a brisé quelque chose en moi. C'est à ce moment-là, dans ce jardin baigné par le soleil de l'après-midi, avec l'odeur des fleurs que j'avais moi-même plantées, flottant dans l'air, que j'ai pris une décision. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais une graine a été plantée en moi ce jour-là. Une graine qui, avec le temps, allait devenir la femme qui, des années plus tard, serait assise dans ce tribunal, face à son propre fils. 3 mois après cette conversation avec Lucien, Thomas a eu 23 ans et nous a annoncé qu'il avait une petite amie. Elle s'appelait Chloé. Elle travaillait dans les relations publiques pour une agence événementielle et, selon lui, c'était la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. Il l'a amenée dîner un vendredi soir. Je me souviens perfectly de ce jour car c'est la première fois que j'ai ressenti ce frisson d'avertissement que j'apprendrai plus tard à ne plus ignorer. Chloé est arrivée dans une robe vert émeraude qui moulait son corps comme une seconde peau, des talons vertigineux qui la faisaient s'apparaître plus grande qu'elle ne l'était, et un parfum si intense qu'on le sentait avant même de la voir. Elle avait des cheveux bruns parfaitement lissés, tombant sur ses épaules, des lèvres rouges qui souriaient un peu trop, et des yeux qui analysaient tout avec la précision de quelqu'un qui calcule la valeur de chaque objet dans la pièce. « Madame Mercier !» a-t-elle dit en me serrant la main, une poignée brève et froide. « C'est un plaisir de vous rencontrer, enfin. Thomas m'a tant parlé de vous. » Mensonge. Je l'ai su immédiatement. Thomas parlait à peine de moi à ses amis, encore moins à ses petites amies. Mais Chloé avait ce talent particulier pour dire exactement ce que les gens voulaient entendre, même si ses yeux disaient tout le contraire. Pendant le dîner, elle a monopolisé la conversation. Elle a parlé de son travail, des événements exclusifs qu'elle organisait, des gens importants qu'elle connaissait, des endroits chics où elle était allée. Chaque phrase était une démonstration de statut, un rappel qu'elle évoluait dans des cercles qu'elle considérait comme supérieurs. Quand Stéphane a mentionné son entreprise, Chloé s'est penchée en avant avec un intérêt soudain, posant des questions détaillées sur le chiffre d'affaires, les investissements, les projections de croissance. Je l'observais en silence, coupant ma nourriture en petits morceaux que je goûtais à peine. Je voyais comment Thomas la regardait avec des yeux ébahis, comme si elle était la 8e merveille du monde. Il ne voyait pas ce que je voyais. Il ne voyait pas l'ambition dévorante derrière chaque sourire, la froideur calculatrice derrière chaque compliment répété. Ou peut-être le voyait-il et s'en fichait-il. Parfois, le désir est plus aveuglant que n'importe quel bandeau. « Et vous, Madame Mercier ?» m'a soudainement demandé Chloé, tournant son attention vers moi comme un projecteur qui trouve enfin sa cible oubliée. « Que faites-vous dans la vie ?» La question était chargée de cette fausse curiosité que les gens bien élevés utilisent quand la réponse ne les intéresse pas vraiment. « Je suis femme au foyer », ai-je répondu avec la même phrase que j'avais répétée des milliers de fois. « Ah !» a-t-elle dit, et j'ai vu son intérêt mourir instantanément. « C'est mignon. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de la maison, n'est-ce pas ?» Le ton n'était pas exactement méprisant. C'était pire. C'était condescendant, comme si elle parlait à quelqu'un qui avait choisi une vie insignifiante. Lucien, assis à côté de moi, a serré sa serviette avec force. Je l'ai remarqué du coin de l'œil. Lui aussi avait saisi l'insulte voilée. Éléonore a été l'une des meilleures étudiantes en droit de sa génération, a-t-il dit d'une voix calme mais ferme. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour élever Thomas. Chloé a cligné des yeux, surprise une seconde avant de retrouver son sourire parfait. « Oh, quel sacrifice !» a-t-elle dit sans une once de sincérité. « Mais bon, c'était une autre époque. Maintenant, les femmes n'ont plus à choisir entre carrière et famille. Nous pouvons tout avoir. » L'insinuation était claire. J'avais été faible, démodée, résignée. Elle était la femme moderne, celle qui savait comment tout concilier. Comme il est facile de juger quand on n'a pas vécu les mêmes circonstances. Thomas et Chloé se sont mariés 8 mois plus tard, lors d'une cérémonie fastueuse qui a coûté plus de 50 000 €.
Chloé a insisté sur chaque détail, des fleurs importées à la robe de créateur que Stéphane a payée sans sourciller. J'ai aidé aux préparatifs, bien sûr. J'ai passé des appels, coordonné les prestataires, résolu les problèmes de dernière minute. Chloé me remerciait à peine. Pour elle, je faisais simplement partie du personnel d'appoint. Quelqu'un dont la fonction était de faire en sorte que sa journée parfaite se déroule sans accroc. Le jour du mariage, en voyant mon fils prononcer ses vœux, en regardant Chloé, comme si elle était la seule chose qui comptait dans l'univers, j'ai ressenti une tristesse profonde que je n'ai pas su nommer alors. Ce n'était pas seulement la perte de mon fils, ce que toutes les mères ressentent lorsque leurs enfants se marient. C'était quelque chose de plus sombre, de plus définitif. C'était le voir choisir de reproduire exactement les mêmes erreurs que Stéphane et moi avions commises. Il choisissait une femme belle et ambitieuse, ignorant s'il y avait une substance derrière la façade. Il choisissait le paraître plutôt que l'être. Après le mariage, les visites se sont espacées. Thomas et Chloé ont emménagé dans un appartement luxueux, en centre-ville, décoré par un architecte d'intérieur célèbre, avec des meubles qui coûtaient plus cher qu'une voiture. Les premières semaines, ils appelaient souvent, venaient déjeuner le dimanche, mais peu à peu, les appels sont devenus moins fréquents. Les déjeuners étaient annulés, avec des excuses de dernière minute. Nous sommes très occupés. Nous avons un engagement, un imprévu au travail. Les seules fois où le téléphone sonnait régulièrement, c'était quand ils avaient besoin de quelque chose, de l'argent, presque toujours. « Maman, j'ai besoin que tu m'aides avec ça. »« Maman, pourrais-tu parler à papa de cela ? L'agence de Chloé ne marche pas si bien. Nous avons besoin d'un prêt. La voiture est tombée en panne. Nous avons besoin d'aide pour l'acompte de la nouvelle. » Chaque appel était une transaction, jamais une conversation réelle. Ils ne demandaient jamais comment j'allais, ce que je faisais, si j'avais besoin de quelque chose. Stéphane leur donnait de l'argent sans poser de questions. « Il a 25 ans, » me disait-il quand je suggérais que nous devrions peut-être leur fixer des limites. « Il est en train de s'installer, il a besoin de soutien. » Mais je voyais autre chose. Je voyais un homme qui tentait d'acheter l'amour de son fils à coups de chèque. Je voyais un fils qui avait appris que ses parents étaient un distributeur automatique affectif auquel il pouvait s'adresser en cas de besoin. Lucien le remarquait aussi. « Tu es en train de créer un monstre », a-t-il dit à Stéphane un dimanche pendant le déjeuner. Thomas n'était pas là, bien sûr, il avait encore annulé. Mon mari a froncé les sourcils, agacé par la critique. « C'est mon argent, papa. Je peux le donner à qui je veux. » Lucien a secoué la tête lentement. « Il ne s'agit pas de l'argent, mon fils. Il s'agit de ce que tu lui apprends. Tu lui apprends que tout a une solution financière, qu'il n'y a pas de conséquences à ses décisions, qu'il y aura toujours quelqu'un pour le sauver. » La discussion a rapidement dégénéré. Stéphane s'est levé, a jeté sa serviette sur la table. « Je ne vais recevoir de leçons d'éducation de personne, » a-t-il dit d'une voix dure. « Même pas de toi. » Il a quitté la salle à manger, nous laissant dans un silence pesant. Lucien m'a regardé de ses yeux fatigués qui en avaient trop vu. « Je suis désolé, Éléonore, » a-t-il dit à voix basse. « Désolé que mon fils n'ait pas retenu ce que j'ai essayé de lui enseigner. Cette nuit-là, après que Stéphane se soit endormi, je suis restée éveillée, fixant le plafond de notre chambre. La maison était dans un silence absolu, ce genre de silence qui amplifie vos pensées, jusqu'à les rendre assourdissantes. J'ai pensé à toutes les années que j'avais consacrées à créer une famille, à entretenir un foyer, à être l'épouse et la mère parfaite. Et pourquoi ? Pour avoir un fils qui ne m'appelait que lorsqu'il avait besoin d'argent, et un mari qui me considérait comme faisant partie de l'inventaire de la maison. C'est cette nuit-là que j'ai pris la vraie décision. Pas la graine que Lucien avait plantée des mois auparavant, mais la décision entière, ferme, définitive. J'allais reprendre ma vie en main. J'allais terminer ce que j'avais laissé inachevé 2 décennies plus tôt. J'avais 43 ans. Il n'était pas trop tard. Il ne pouvait pas être trop tard. Le lendemain matin, j'ai appelé l'université. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine en attendant qu'on me réponde.
Une secrétaire à la voix lasse m'a informé que je devrais presque repartir de zéro. Trop d'années avaient passé. Les programmes avaient changé. Beaucoup de mes matières validées n'étaient plus prises en compte. Il me faudrait au moins 3 ans pour obtenir ma licence. 3 ans. À 43 ans, la plupart des gens penseraient que c'était de la folie. J'ai pensé que c'était ma dernière chance. Je n'ai rien dit à Stéphane immédiatement, ni à Thomas. J'avais d'abord besoin d'être sûre, d'avoir tout planifié. J'ai passé des semaines à faire des recherches, à consulter les programmes, à calculer les horaires. Les cours avaient lieu l'après-midi, de 16h à 20h. C'était faisable. Stéphane ne rentrait jamais avant 21h, et Thomas ne vivait plus avec nous. Personne n'avait besoin de le savoir avant que je sois prête à en parler. Ce fut Lucien le premier au courant. Il est venu un dimanche et m'a trouvée entourée de brochures universitaires que j'avais rapidement cachées sous un magazine en entendant sa voiture. Mais il était trop observateur. « Que cachez-vous là, Éléonore ?» a-t-il demandé avec un sourire qui indiquait qu'il savait déjà. J'ai soupiré et lui ai montré les papiers. Ses yeux se sont illuminés d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années, » a-t-il dit. Puis il a ajouté quelque chose qui allait tout changer. « Je paie vos frais de scolarité. » J'ai essayé de refuser, bien sûr. « Je ne peux pas accepter ça, Lucien. C'est trop. » Il a levé une main pour me faire taire. « Éléonore, j'ai 72 ans et plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser. Laissez-moi l'investir dans quelque chose qui compte vraiment. Laissez-moi investir en vous. » Il y avait tant d'affection sincère dans ses paroles, tant de foi, que j'ai senti les larmes monter. « Ce sera notre secret, » a-t-il dit en me faisant un clin d'œil. « Pour l'instant. » Je me suis inscrite une semaine plus tard. Le premier jour de cours, je me sentais ridicule. J'avais 43 ans et j'étais entourée de jeunes de 20 ans qui me regardaient comme si j'étais leur mère égarée sur le campus. Certains professeurs m'ont aussi regardée avec curiosité, se demandant ce qu'une femme de mon âge faisait là. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit lorsque les cours ont commencé. J'ai découvert que mon esprit était toujours aussi vif qu'avant. Plus vif même, car j'avais maintenant l'expérience de la vie pour donner du contexte à chaque théorie juridique. Les cas que nous analysions n'étaient pas plus abstraits pour moi. Quand nous étudions le droit de la famille, je pensais à tous les couples que je connaissais, piégés dans des mariages malheureux. Quand nous abordions les successions et les héritages, je me souvenais des querelles que j'avais observées dans des familles connues pour l'argent et les propriétés. Chaque cours était une révélation, chaque livre une porte qui s'ouvrait sur un monde dont j'avais oublié l'existence. Stéphane s'en est rendu compte au bout de 2 mois. Il est rentré tôt un soir et je n'étais pas là. Je lui avais laissé son dîner préparé, comme toujours, mais mon absence l'a déconcerté. Quand je suis arrivée à 20h30 avec mes livres sous le bras, il était assis dans le salon, un verre de whisky à la main, m'attendant. « Où étais-tu » a-t-il demandé. Il ne semblait pas en colère, juste perplexe. « À l'université » ai-je répondu. « J'ai décidé de terminer mes études. » Il y eut un long silence. Il me regardait comme si j'avais annoncé que je rejoignais un cirque. « Pourquoi » a-t-il finalement demandé. La question m'a fait plus mal qu'il ne pouvait l'imaginer. « Parce que j'ai besoin de quelque chose qui soit à moi. Quelque chose qui ne soit pas seulement être ta femme ou la mère de Thomas. J'ai besoin d'être à nouveau Éléonore. » Je m'attendais à de la résistance, à ce qu'il me dise que c'était une bêtise, que c'était inutile à mon âge. Mais Stéphane m'a surprise. « D'accord, » a-t-il dit après un moment. « Si c'est ce que tu veux, d'accord. » Ce n'était pas un soutien enthousiaste, mais ce n'était pas non plus un obstacle. C'était une acceptation neutre, résignée, comme s'il disait « Fais ce que tu veux tant que ça n'interfère pas avec ma vie. » Et c'était exactement ce que je comptais faire. Ne pas interférer, ne pas causer de problème, juste récupérer la partie de moi que j'avais enterrée sous 2 décennies de vie domestique. Thomas, en revanche, ne l'a pas bien pris quand il l'a finalement appris. Il est venu nous voir 3 mois plus tard, une de ces rares occasions
où il n'avait pas besoin d'argent. Chloé l'accompagnait, vêtue d'un ensemble couleur saumon, qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en vêtements en une année. J'ai mentionné nonchalamment pendant le dîner que j'étudiais. Thomas a arrêté de mâcher et m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. « Tu étudies quoi ?» a-t-il demandé. « Le droit. Je termine mes études. » Chloé a laissé échapper un rire qu'elle a tenté de déguiser en tout. « Pardon », a-t-elle dit sans paraître le moins du monde désolée. « C'est juste que... je trouve ça curieux. Pourquoi as-tu besoin d'un diplôme à ton âge? Tu ne vas pas travailler, si ?» La question était si pleine de venin caché que même Stéphane a remarqué le ton. « Chloé !» a-t-il dit à voix basse. « Ce n'est pas approprié. » Elle a haussé les épaules. « Je dis juste ce que tout le monde pense. C'est un peu tard pour une reconversion professionnelle, non ?» Thomas n'a rien dit pour me défendre. Il a juste continué à manger, évitant mon regard. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Mon propre fils pensait la même chose que sa femme. Il pensait que j'étais trop vieille, trop insignifiante, trop inutile pour avoir mes propres ambitions. Je me suis levée de table calmement. J'ai pris mon assiette, bien que je n'ai presque rien mangé. « Excusez-moi », ai-je dit. « Je dois réviser pour un examen demain. » Je suis partie, les laissant dans un silence gêné qui m'était complètement égal. Les 2 années suivantes furent les plus intenses de ma vie. J'étudiais tous les après-midi, tous les soirs, tous les week-ends. Lucien est devenu mon confident, mon mentor, mon plus grand supporter. Il venait le dimanche et nous discutions des cas. Nous revoyions les concepts juridiques. Nous débattions des interprétations des lois. Il était sincèrement enthousiasmé par mes progrès. Il me prêtait des livres de sa bibliothèque personnelle, certains si vieux que les pages s'effritaient au toucher. Il me racontait des histoires de ses années d'avocat qui ne figuraient dans aucun manuel. Stéphane gardait sa distance neutre. Il ne mettait pas d'obstacles, mais ne participait pas non plus. Il ne me demandait jamais comment s'était passé un examen. Il ne voulait jamais savoir ce que j'étudiais. C'était comme s'il avait décidé de tolérer cette nouvelle facette de ma personnalité sans vraiment la voir. Thomas et Chloé ont presque complètement disparu de nos vies. Ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient un besoin d'argent, ce qui était de plus en plus fréquent. L'agence événementielle de Chloé était constamment en difficulté. Elle avait toujours besoin de capitaux pour tel projet ou tel client important. J'ai obtenu mon diplôme avec mention à 46 ans. La cérémonie était petite, modeste, mais pour moi, c'était le jour le plus important de ma vie depuis la naissance de Thomas. Lucien était au premier rang, applaudissant les larmes aux yeux. Stéphane était là aussi, assis à côté de lui, souriant poliment, mais sans vraiment comprendre ce que ce moment signifiait pour moi. Thomas et Chloé ont envoyé un message. « Félicitations, maman. Occupée aujourd'hui. On fêtera ça plus tard. » Ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Mais je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais mon diplôme, ma fierté retrouvée, et j'avais des projets. Lucien m'a aidé à trouver un stage dans un cabinet d'avocats respectable. Rien d'ostentatoire, rien qui n'attire trop l'attention. Je ne voulais pas des projecteurs. Je voulais juste exercer, apprendre, grandir. Je travaillais à temps partiel, 3 jours par semaine. C'était suffisant pour me tenir occupée, sans négliger complètement la maison. Bien qu'honnêtement, je ne me souciais plus autant de savoir si la maison était parfaite ou non. J'ai découvert que j'étais bonne, très bonne. Les associés du cabinet ont commencé à me confier des cas plus complexes. Mon âge, que Chloé avait considéré comme un inconvénient, s'est avéré être mon plus grand atout. Les clients me faisaient confiance. Ils voyaient en moi quelqu'un de maternel, de fiable, de sage. Ils ne savaient pas qu'à l'intérieur, je me sentais comme cette jeune fille de 24 ans qui avait abandonné ses rêves. Maintenant, enfin, j'avais la chance de les vivre. Lucien était fier. Je le voyais dans ses yeux chaque fois que nous parlions de mon travail. « Je savais que tu y arriverais », me disait-il constamment. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Éléonore. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces mots signifiaient plus pour moi que n'importe quelle reconnaissance professionnelle. 3 ans après mon diplôme,
Alors que j'avais 49 ans, un événement est survenu qui allait tout changer, à jamais. Lucien a eu un accident vasculaire cérébral, alors qu'il lisait dans son bureau. On l'a trouvé 2 heures plus tard, inconscient dans son fauteuil préféré, un livre de philosophie ouvert sur ses genoux. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il est resté dans le coma pendant 4 jours qui ont semblé durer 4 ans. J'y allais tous les jours. Je m'asseyais près de son lit. Je lui tenais la main et je lui parlais de mes affaires, des petites victoires qu'il célébrait tant. Stéphane y allait aussi, bien sûr. C'était son père. Mais il y avait une différence dans la façon dont chacun de nous gérait la situation. Stéphane restait 10 minutes, regardait les moniteurs d'un air inquiet, parlait aux médecins des pronostics et des traitements, puis partait travailler, parce que les affaires ne pouvaient pas attendre. Je restais des heures à parler à Lucien comme s'il pouvait m'entendre, parce qu'une partie de moi croyait qu'il le pouvait. Thomas est apparu le 2e jour. Chloé l'accompagnait, portant des lunettes de soleil sombres, bien que nous soyons à l'intérieur de l'hôpital, comme si le drame de la situation exigeait des accessoires. « Combien de temps lui reste-t-il » a demandé Thomas sans même me saluer d'abord. « Nous ne savons pas » ai-je répondu, sentant la colère monter en moi. Ce n'est pas une question de temps. Il s'agit d'attendre et de voir. Chloé a regardé sa montre, une Rolex en or qui brillait de façon obscène sous les lumières fluorescentes. « Nous avons un dîner important ce soir », a-t-elle murmuré à Thomas. « On ne peut pas rester longtemps. » Ils sont restés exactement 15 minutes. Thomas s'est tenu près du lit de son grand-père, sans le toucher, sans lui parler, le regardant simplement comme si c'était un problème à résoudre rapidement. Chloé ne s'est même pas approchée. Elle est restée à la porte, consultant son téléphone. En partant, ils ont promis de revenir bientôt. Ils ne sont revenus qu'à l'enterrement. Lucien s'est réveillé le 5e jour. Il a ouvert les yeux lentement, confus, désorienté. J'étais là, lui tenant la main. « Éléonore » a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Tu as toujours su rester. » Ces mots m'ont brisé. Je me suis penchée et j'ai embrassé son front, sentant les larmes couler sur mes joues. Les médecins ont dit que c'était un miracle, que les hommes de son âge se remettaient rarement d'AVC aussi grave. Mais Lucien était fort, têtu. Il n'était pas encore prêt à partir. Les mois suivants furent une lente convalescence. Lucien a perdu la mobilité de son côté gauche. Son élocution est devenue plus lente, plus laborieuse. Mais son esprit était resté intact, aussi brillant que jamais. J'ai engagé des infirmières pour s'occuper de lui. Je me suis assurée qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Stéphane payait les factures médicales sans se plaindre, mais il venait rarement le voir. Il était occupé, toujours occupé. Thomas n'est pas venu une seule fois pendant ces mois de rééducation. Un après-midi, 6 mois après l'AVC, Lucien m'a demandé de l'amener dans son bureau. Il voulait me parler seul à seul. Je l'ai aidé à s'asseoir dans son fauteuil, le même où il s'était effondré. Il a ouvert un tiroir de son bureau avec sa main valide et en a sorti une enveloppe Kraft. « Tiens », a-t-il dit en me l'attendant. Je l'ai regardé sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre », a-t-il répondu avec un sourire fatigué. À l'intérieur, il y avait des documents juridiques, beaucoup de documents. Mon nom y figurait encore et encore. Lucien avait modifié son testament. Il me léguait sa bibliothèque complète, tous ses livres de droit qu'il avait collectionnés pendant 50 ans de carrière. Il me léguait 500 000 € pour que je puisse créer mon propre cabinet si je le souhaitais. Il me léguait ses contacts, ses dossiers archivés, tout son héritage professionnel. Je ne peux pas accepter ça, ai-je dit, sentant ma voix se briser. Vous avez un fils, un petit-fils. Lucien a secoué la tête lentement. Stéphane a sa propre fortune, il n'a pas besoin de la mienne. Et Thomas, il s'est arrêté, choisissant ses mots avec soin. Thomas a appris la valeur de l'argent, mais il n'a jamais appris la valeur de la connaissance, du caractère, du véritable héritage. Toi, si, tu comprends ce qui compte vraiment. C'est pourquoi je veux que ce soit toi qui continues ce que j'ai commencé. Il a pris ma main dans sa main tremblante. Promets-moi que tu ne gâcheras pas ce cadeau, Éléonore. Promets-moi que tu seras l'avocate brillante que j'ai toujours su que tu étais.
Je le lui ai promis. Comment aurais-je pu ne pas le faire? Cet homme avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Il avait investi en moi quand ma propre famille m'ignorait. Je lui devais tout. Mais il y avait aussi autre chose dans cette enveloppe. Une lettre écrite de sa main tremblante. Il lui avait probablement fallu des heures pour la rédiger. Je l'ai lue, les larmes tombant sur le papier. La lettre disait des choses magnifiques, douloureuses, vraies. Il me disait que j'avais été la fille qu'il avait toujours voulu avoir, qu'il était fier de moi, d'une manière dont il n'avait jamais été fier de son propre fils, même s'il aimait Stéphane de tout son cœur. Il me disait qu'il avait vu comment je m'étais sacrifiée, comment je m'étais perdue, et comment je m'étais finalement retrouvée. Il me disait de ne laisser personne, pas même ma propre famille, éteindre cette lumière qui s'était rallumée en moi. La lettre se terminait par une phrase que je me rappelle encore, mot pour mot. Le véritable héritage n'est pas l'argent que l'on laisse, c'est la différence que l'on fait dans la vie des gens que l'on touche. Lucien est décédé 3 semaines après m'avoir donné cette lettre. Il est mort paisiblement, dans son sommeil, entouré de ses livres bien-aimés. L'enterrement fut important, car il avait été un homme respecté dans la communauté juridique. Des juges, des avocats, des professeurs, d'anciens clients sont venus. Tous partageaient des histoires sur la façon dont Lucien les avait aidés, inspirés, guidés. Je suis restée silencieuse pendant la cérémonie, contenant une douleur si profonde qu'elle ne pouvait s'exprimer par des mots. Thomas est arrivé en retard à l'enterrement. Évidemment. Chloé l'accompagnait, vêtue d'une robe noire ajustée, trop sexy pour un enterrement. Mais elle n'a jamais compris le concept de décence. Ils se sont tenus au fond, chuchotant entre eux, consultant leur téléphone. À la fin de la cérémonie, Thomas s'est approché de Stéphane. « Il faut qu'on parle du testament de grand-père », a-t-il dit sans même feindre la tristesse. « Qu'est-ce qu'il m'a laissé ?» Stéphane l'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. De la lassitude, peut-être de la déception, c'est certain. « On verra ça à la lecture du testament », a répondu Thomas, mécontent. « J'ai le droit de savoir. Je suis son seul petit-fils. » Stéphane n'a pas répondu. Il s'est simplement éloigné, laissant Thomas avec ces mots, en suspens. La lecture du testament a eu lieu 1 semaine plus tard. L'avocat de Lucien, un homme âgé nommé Maître Perrin, qui avait été son associé pendant des décennies, nous a tous réunis dans un bureau qui sentait le bois ancien et les vieux livres. Stéphane était là, j'étais là, Thomas et Chloé étaient là. Perrin a ouvert le document avec solennité et a commencé la lecture. Lucien léguait la majorité de son patrimoine à Stéphane, comme on pouvait s'y attendre. La maison, les investissements, les principaux comptes bancaires. Mais quand Perrin a lu mon nom, l'ambiance dans la pièce a changé. À ma belle-fille, Éléonore Mercier, je lègue ma bibliothèque complète, ma collection d'archives juridiques et la somme de 500 000 € pour qu'elle puisse créer son propre cabinet. Il y eut un silence de stupeur. Thomas s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. « Quoi ?» a-t-il crié. « Ce n'est pas possible. Elle ne fait pas partie de la famille à part le sang. » Perrin l'a regardé avec une expression glaciale qu'il avait dû perfectionner au cours de décennies, à traiter avec des héritiers mécontents. « Madame Mercier est de la famille par alliance, et votre grand-père avait tout à fait le droit de léguer son patrimoine à qui il le souhaitait. Le testament est parfaitement légal et valide. » Chloé s'est penchée vers Thomas, chuchotant furieusement. « C'est à nous. Ça devrait être à nous. Il ne vous a jamais rien donné parce que vous ne l'avez jamais mérité, » a dit Stéphane d'une voix basse mais ferme. « Mon père a donné cet argent à Éléonore parce qu'elle le méritait. » Thomas et Chloé ont quitté le bureau comme des ouragans de rage contenue. Ils ne m'ont pas dit au revoir, ne m'ont même pas regardé. Ils sont juste partis, laissant une traînée de venin dans l'air. Sur le chemin du retour, Stéphane conduisait en silence. Je regardais par la fenêtre, assimilant tout ce qui venait de se passer, tout ce que Lucien m'avait donné. Pas seulement l'argent, mais la reconnaissance, la validation, la preuve tangible que quelqu'un avait vu ma valeur quand j'avais moi-même cessé d'y croire. Mon père t'aimait beaucoup.
a finalement dit Stéphane, rompant le silence. Plus que je ne le pensais, je crois. Sa voix semblait étrange, comme s'il découvrait quelque chose sur lui-même qui ne lui plaisait pas. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Lucien avait été plus un père pour moi ces dernières années que toute autre figure masculine dans ma vie. Il avait vu mon potentiel quand mon propre mari ne voyait que la femme qui repassait ses chemises. Les mois suivants furent une transformation silencieuse. J'ai utilisé l'argent de Lucien exactement comme il l'avait souhaité. J'ai créé mon propre cabinet d'avocat. Rien de grand, ni d'ostentatoire, juste un petit bureau dans un immeuble discret du centre-ville. J'ai engagé une assistante, une jeune femme nommée Sophie, qui me rappelait moi-même à cet âge, pleine de rêves et d'ambition. J'ai commencé à prendre des affaires, d'abord petites, puis plus complexes. Ma spécialité est devenue le droit de la famille et des successions. Je connaissais ce domaine mieux que personne. J'en avais vécu les tragédies de l'intérieur. Stéphane n'a pas dit grand-chose sur ma nouvelle entreprise. Il l'a acceptée avec la même neutralité qu'il avait accepté tout le reste. Mais quelque chose avait changé entre nous. Il y avait une distance qui n'existait pas avant, ou peut-être avait-elle toujours existé, et je ne faisais que la remarquer. Nous dînions ensemble en silence. Nous dormions dans le même lit sans nous toucher. Nous étions deux étrangers, partageant un espace. Rien de plus. Thomas et Chloé ont complètement disparu pendant près d'1 an. Pas un appel, pas une visite, pas même un message pour mon anniversaire. C'était comme s'ils avaient décidé de me punir par leur absence, sans comprendre que leur absence était plus un cadeau qu'une punition. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais respirer sans sentir le poids de leurs attentes, de leurs exigences, de leurs jugements constants. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Stéphane a commencé à se sentir mal un mardi après-midi. Douleur dans la poitrine, difficulté à respirer. Nous avons pensé à une indigestion, au stress du travail. Il a pris un antiacide et s'est couché tôt. À 3 heures du matin, ses gémissements m'ont réveillée. Il était pâle, en sueur, se tenant la poitrine à 2 mains. J'ai appelé une ambulance. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, qui ont semblé durer 8 heures. Infarctus massif, ont dit les médecins à l'hôpital. Nous devons l'opérer immédiatement. J'ai signé les papiers les mains tremblantes. Je l'ai vu être emmené sur ce brancard, relié à des machines qui bipaient et clignotaient. J'ai appelé Thomas. Il n'a pas répondu. Je lui ai laissé un message. « Ton père est à l'hôpital. C'est grave. Viens, s'il te plaît. » 3 heures se sont écoulées avant qu'il ne me rappelle. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé d'une voix endormie, agacée. « Il est 6 heures du matin, maman. Ton père a eu une crise cardiaque. Il est en chirurgie en ce moment. » Il y eut une pause. « Je serai là dans 1 heure, » a-t-il finalement dit. Mais il n'est pas arrivé dans 1 heure. Il est arrivé 4 heures plus tard, quand Stéphane était déjà hors de danger, réveillé, faible, avec des tubes sortant de son corps et des moniteurs suivant chaque battement de son cœur fatigué. Chloé l'accompagnait, bien sûr, vêtue d'un jean déchiré de créateur et d'un chemisier lavande qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'une infirmière. « Comment va-t-il » a demandé Thomas, en regardant son père avec une expression que je ne savais pas si c'était de l'inquiétude sincère ou une simple obligation sociale. « Stable », ai-je répondu. « Les médecins disent qu'il a eu de la chance. Il devra changer complètement son mode de vie, réduire le stress, mieux manger, faire de l'exercice. » Thomas a hoché la tête distraitement. « Et l'entreprise » a-t-il demandé. « Qui va la diriger ?» La voilà. La vraie question, la seule qui lui importait vraiment. « On verra ça plus tard », ai-je dit d'une voix sèche. « Pour l'instant, l'important est que ton père se rétablisse. » Chloé s'est approchée de Stéphane, lui a touché la main, avec ses doigts, à la manucure nude, parfaite. « Monsieur Mercier », a-t-elle dit d'une voix mielleuse, « vous nous avez fait très peur. » Stéphane l'a regardée comme s'il voyait à travers elle, voyant la fausseté, le jeu d'actrice. Ils sont restés 20 minutes. Puis Thomas a dit qu'il avait une réunion importante, qu'il ne pouvait pas annuler.
Chloé a marmonné quelque chose à propos d'un client qui attendait. Ils ont promis de revenir le lendemain. Ils ne sont pas revenus. Je suis restée à l'hôpital jour et nuit pendant une semaine entière. Je dormais sur une chaise inconfortable à côté du lit de Stéphane. Je mangeais ce que je pouvais au distributeur automatique. Je prenais ma douche dans les toilettes des visiteurs. Peu m'importait. C'était mon mari. J'avais passé 30 ans avec lui. Je n'allais pas l'abandonner maintenant. Pendant ces jours et ces nuits à l'hôpital, Stéphane et moi avons plus parlé qu'en des années. Des conversations réelles, profondes, douloureuses. Il m'a dit des choses qu'il n'avait jamais dites. Il m'a dit qu'il regrettait de m'avoir laissé abandonner mes rêves. Il m'a dit qu'il avait été un mari absent, un père médiocre. Il m'a dit que Lucien avait eu raison à propos de Thomas, qu'ils avaient créé un fils gâté et ingrat, qui ne les voyait que comme des sources de revenus. « Je t'aime, Éléonore », m'a-t-il dit un soir, les larmes aux yeux. « Je t'ai toujours aimé, mais je n'ai jamais su comment t'aimer de la manière dont tu en avais besoin. Je ne t'ai jamais vraiment vue. Pardonne-moi. » J'ai pris sa main, cette main qui avait signé tant de chèques pour notre fils, qui avait travaillé sans relâche pour nous offrir une vie confortable, qui n'avait jamais appris à exprimer son affection sans un prix attaché. « Je te pardonne », lui ai-je dit. Et c'était vrai. Je le pardonnais parce que je comprenais qu'il avait lui aussi été victime de ses propres limites, de sa propre éducation émotionnelle incomplète. Stéphane est sorti de l'hôpital 2 semaines plus tard. Nous sommes rentrés à la maison et avons constaté que rien n'avait changé. La maison était exactement comme nous l'avions laissée, propre et bien rangée grâce au service de nettoyage que nous employions. Mais elle semblait différente, plus froide, plus vide, comme si la crise cardiaque avait révélé quelque chose qui avait toujours été là, mais que nous refusions de voir. « Cette maison est trop grande pour nous deux », a dit Stéphane en regardant autour de lui. Elle l'a toujours été. Les mois suivants furent une lente convalescence. Stéphane a suivi les ordres des médecins à la lettre. Il a cessé de travailler 16 heures par jour, a délégué des responsabilités, a embauché un directeur général pour gérer les opérations quotidiennes de son entreprise. Nous avons commencé à marcher ensemble le matin, 1 demi-heure, tous les jours, dans le quartier. Je cuisinais des repas sains, sans sel, sans graisse, tout mesuré et pesé comme si c'était une science exacte. Thomas appelait de temps en temps, demandant toujours des nouvelles de la santé de son père, glissant toujours des questions sur l'entreprise, sur les finances, sur l'avenir. Chloé envoyait des SMS avec des émojis de cœur et des phrases creuses sur l'espoir et la guérison. Aucun des deux n'est venu nous voir pendant ces mois. Ils étaient occupés, toujours occupés, avec leurs propres problèmes qu'ils ne spécifiaient jamais, mais qui impliquaient toujours un besoin d'argent. Un après-midi, près de 6 mois après la crise cardiaque, Stéphane m'a appelé dans son bureau. Il avait des papiers étalés sur son bureau, des documents juridiques que j'ai immédiatement reconnus. « Mon testament », a-t-il dit sans préambule. « Je dois le modifier. » Je me suis assise en face de lui, attendant. « Je veux tout te laisser, Éléonore. L'entreprise, les propriétés, les investissements, tout. Tu es la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais rien demandé, la seule qui est restée quand il n'y avait rien à y gagner. » J'ai essayé de protester. « Thomas est ton fils, il a des droits. » Stéphane a secoué la tête fermement. « Thomas aura ce que je décide qu'il doit avoir, rien de plus. Et j'ai décidé que ce qu'il doit avoir, c'est une leçon, pas une fortune. Je lui laisserai assez pour vivre confortablement s'il apprend à le gérer. Mais la majeure partie de mon patrimoine te revient. Tu le mérites. Tu l'as gagné avec chaque année que tu as passée à te sacrifier pour cette famille. » Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi sentait que c'était juste, qu'après tout ce que j'avais donné, je méritais quelque chose en retour. Une autre partie craignait la réaction de Thomas, le conflit inévitable que cela provoquerait. Stéphane a vu mon doute. « Éléonore », a-t-il dit en prenant mes mains dans les siennes. « Pour une fois dans ta vie, accepte quelque chose sans te sentir coupable. Tu as passé des décennies à t'occuper de tout le monde, sauf de toi. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi te prouver que j'ai enfin compris. »
J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. « D'accord, » ai-je murmuré. « Fais ce que tu crois juste. » Stéphane a souri. Un sourire triste mais sincère. Il a appelé Perrin, le même avocat qui avait géré le testament de Lucien. Une semaine plus tard, les documents étaient signés, notariés, classés. J'étais l'héritière universelle de tout ce que Stéphane Mercier avait construit au cours de sa vie. Thomas recevrait 250 000 €, assez pour démarrer quelque chose par lui-même, s'il en avait la discipline. Chloé ne recevait rien. Elle n'était pas de la famille par le sang, selon le testament. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais à utiliser ces documents si tôt. Stéphane semblait aller mieux. Il était en meilleure santé, plus heureux, plus présent que jamais. Nous parlions de projets futurs, de voyager ensemble, de découvrir des endroits que nous avions toujours reportés, de construire une deuxième étape de notre mariage, une meilleure, une plus consciente. Mais le destin en avait décidé autrement. Stéphane a eu une deuxième crise cardiaque un mardi matin, alors que nous prenions le café dans le jardin. Un instant, il souriait, me racontant une anecdote sur un nouvel employé. L'instant d'après, il se tenait la poitrine et tombait de sa chaise. J'ai appelé l'ambulance. J'ai crié son nom. J'ai essayé de me souvenir des techniques de réanimation que j'avais vues dans les films, mais cela n'a servi à rien. Quand les ambulanciers sont arrivés, Stéphane était déjà parti. L'enterrement de Stéphane fut encore plus grand que celui de Lucien. Homme d'affaires, partenaire, employé, client, tous sont venus rendre hommage à l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. J'étais assise au premier rang, vêtue de noir, le cœur si engourdi que je ne pouvais même pas pleurer. J'avais tant pleuré les jours précédents qu'il ne me restait plus de larmes. Seul restait un vide profond, le sentiment que tout ce que j'avais connu pendant 30 ans venait de disparaître. Thomas était assis à côté de moi avec Chloé. Pour la première fois depuis des années, mon fils m'avait serré dans ses bras en me voyant. C'était une étreinte brève, maladroite, mais c'était plus de contact physique que nous n'en avions eu en une décennie. « Je suis vraiment désolée, maman », a-t-il murmuré d'une voix brisée. « Moi aussi », ai-je répondu. Et c'était vrai. Je ne regrettais pas seulement la mort de Stéphane. Je regrettais tout ce que nous n'avions pas été, tout ce que nous aurions pu être si nous avions pris des décisions différentes. Pendant la veillée, Chloé s'est collée à moi comme jamais auparavant. Elle m'apportait de l'eau, me demandait si j'avais besoin de quelque chose, me touchait le bras avec des gestes qui se voulaient réconfortants. C'était si faux que c'en était presque comique, mais j'étais trop fatiguée pour la confronter, trop épuisée émotionnellement pour souligner son hypocrisie. Je hochais simplement la tête et marmonnais des merci en regardant le cercueil fermé où reposait l'homme avec qui j'avais passé la moitié de ma vie. Après l'enterrement, Perrin m'a demandé de le voir à son bureau. « C'est à propos du testament de Monsieur Mercier », a-t-il dit d'une voix professionnelle, mais aimable. « Nous devons procéder à la lecture officielle. Nous avons fixé le rendez-vous une semaine plus tard, un délai censé permettre à la famille de faire son deuil. Mais je savais que c'était pour permettre aux gens de se préparer à l'inévitable bataille pour l'argent qui allait suivre. Durant cette semaine, Thomas m'a rendu visite 3 fois en une semaine, alors qu'il avait passé des mois sans me voir. Il venait sous différents prétextes, s'assurer que j'allais bien, récupérer des papiers de son père, discuter de l'organisation des funérailles. Mais je voyais clair dans son jeu. Il était nerveux, anxieux, calculant ce qu'il recevrait de l'héritage de son père. Chloé était moins subtile. Lors de sa 3e visite, alors que nous prenions le thé dans le salon, elle a lâché la question, l'air de rien. « Madame Mercier ?» a-t-elle dit d'une voix douce et fausse. « Avez-vous une idée de comment Stéphane a laissé ses affaires? Juste pour être préparé, vous savez. Pour savoir comment procéder avec l'entreprise et tout ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Stéphane a tout laissé en ordre. Tout sera clarifié lors de la lecture du testament. J'ai vu sa mâchoire se crisper légèrement, le seul signe de frustration sur son visage parfaitement maquillé. « Bien sûr », a-t-elle dit en forçant un sourire. « Nous voulions juste aider. Vous savez, ces procédures peuvent être compliquées, et vous n'avez pas d'expérience en affaires. »
La condescendance dans sa voix était si évidente qu'elle m'a presque fait rire. Je n'ai pas d'expérience en affaires, ai-je pensé. Mais j'ai un diplôme en droit et des années d'expérience à gérer des cas de succession bien plus complexes que celui-ci. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai laissé penser ce qu'elle voulait. Le jour de la lecture du testament est arrivé. Nous nous sommes tous réunis dans le même bureau où nous avions lu le testament de Lucien des années auparavant. Perrin était derrière son bureau, les documents devant lui. Thomas était assis, les mains jointes, anxieux. Chloé était à côté de lui avec un sourire qui se voulait approprié, mais qui n'atteignait pas ses yeux. J'étais sur l'autre chaise, calme, sachant ce qui allait arriver, mais sans m'en réjouir. Perrin a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire de cette voix monocorde que les avocats utilisent pour les documents juridiques. D'abord, les petites choses, dons à des œuvres de charité, cadeaux à des employés fidèles, détails administratifs. Thomas s'agitait sur sa chaise, attendant d'entendre son nom, attendant d'entendre le montant qui allait changer sa vie. Finalement, Perrin est arrivé à la partie principale. « À mon fils, Thomas Mercier, je lègue la somme de 250 000 €, dans l'espoir qu'il apprenne à valoriser le travail et la discipline nécessaires pour construire quelque chose de significatif. » Il y eut un silence. « 250 000 » répéta lentement Thomas, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il entendait. « Seulement 250 000 sur une fortune de plusieurs millions. » Perrin a continué, imperturbable. « Le reste de mon patrimoine, y compris l'entreprise. Mercier Importation, toutes les propriétés, investissements et comptes bancaires. Je le lègue dans son intégralité à mon épouse, Éléonore Mercier, qui a été ma fidèle compagne pendant 30 ans et qui mérite la sécurité financière que je ne lui ai pas toujours fournie, émotionnellement. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas s'est levé si violemment que sa chaise s'est renversée. « C'est une blague !» a-t-il crié. « Ça doit être une blague. Elle l'a manipulée. C'est évident. Une vieille qui n'a même pas fini ses études avant quelques années, qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Et soudain, elle hérite de tout. » Perrin le regardait avec une expression impassible. Votre père était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a rédigé ce testament. C'était sa décision, entièrement volontaire. Chloé s'était aussi levée. Son visage, habituellement maîtrisé et parfait, était rouge de colère. « Ça ne va pas se passer comme ça », a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Nous allons contester ce testament. Nous allons prouver qu'elle l'a manipulé, qu'elle a profité de sa vulnérabilité après sa crise cardiaque. Aucun juge ne permettra qu'une femme qui n'a rien fait d'autre que cuisiner et nettoyer hérite d'un empire qu'elle n'a pas construit. » Je me suis levée lentement, calmement. « Vous pouvez tenter ce que vous voulez, » ai-je dit d'une voix tranquille, mais ferme. « Mais le testament est légal, valide et inattaquable. Stéphane savait exactement ce qu'il faisait. » Chloé a eu un rire sans joie, plein de venin. « S'il vous plaît, vous n'avez aucune idée de comment diriger une entreprise. Vous allez ruiner tout ce que Stéphane a construit en moins d'1 an. La meilleure option est que vous nous transfériez le contrôle, à nous qui savons comment fonctionnent les vraies affaires. Voilà le vrai motif derrière toute cette fausse préoccupation, tous ces messages de condoléances, toutes ces visites pendant la semaine des funérailles. Il ne se souciait pas de Stéphane, il ne se souciait pas de moi. Il ne voulait que l'argent, le pouvoir, le contrôle. Ils attendaient ce moment, planifiaient leur coup, calculant comment me prendre ce qui m'appartenait légalement. Thomas a fait un pas vers moi. Son visage était transformé par la rage. Je ne reconnaissais plus le petit garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais nourri et soigné. Cet enfant était devenu un étranger, consumé par la cupidité. « Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, » a-t-il dit entre ses dents. « Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais prouver que tu as manipulé mon père, que tu as profité d'un homme malade et vulnérable. Fais-le !» ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. « Poursuis-moi en justice si c'est ce que tu veux. Mais prépare-toi à perdre, parce que je n'ai manipulé personne. Ton père a pris cette décision après des années à voir qui se souciait vraiment de lui
et qui ne se souciait que de son argent. Après des années à voir qui était présent et qui n'apparaissait que quand il avait besoin de quelque chose. Chloé a attrapé le bras de Thomas. « Partons !» a-t-elle dit. « Inutile de lui parler. Elle savoure clairement ce moment. Trouvons un avocat et réglons ça comme il se doit. » Ils ont quitté le bureau, laissant derrière eux une traînée de menaces et de promesses de guerre juridique. La porte s'est refermée derrière eux avec un claquement qui a fait trembler les murs. Je me suis rassise, sentant le poids de ce qui venait de se passer. Perrin m'a regardée avec une expression compréhensive. « Je suis désolée, Éléonore, » a-t-il dit. « Je sais que ce n'est pas ainsi que vous vouliez que les choses se passent. » J'ai secoué la tête. « Ne vous excusez pas. Stéphane savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que cela arriverait. Et pourtant, il a pris cette décision. Je dois respecter cela. » 2 semaines plus tard, j'ai reçu les papiers de l'assignation. Thomas et Chloé me poursuivaient pour captation d'héritage, affirmant que j'avais manipulé Stéphane alors qu'il était dans un état de vulnérabilité mentale après sa crise cardiaque. Ils demandaient l'annulation du testament et la distribution des biens selon les lois de la succession ab intesta, ce qui signifiait que Thomas recevrait la moitié de tout en tant que fils unique. J'ai lu les documents avec un calme professionnel, analysant chaque argument, chaque allégation. Ils étaient faibles, prévisibles, faciles à réfuter. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas de la solidité juridique de leur dossier. Il s'agissait de pression, de me faire sentir coupable, de parier que je céderais pour éviter le scandale public d'une bataille juridique contre mon propre fils. Mais ils avaient mal calculé. Je n'étais plus la femme qui cédait pour maintenir la paix. Je n'étais plus celle qui ravalait ses mots pour éviter les conflits. J'ai engagé le meilleur avocat plaidant que j'ai pu trouver. Il s'appelait Maître Dubois. Il avait 58 ans, une réputation impeccable et un taux de victoire de 92% dans les affaires de succession. Nous nous sommes rencontrés dans mon bureau. J'ai étalé tous les documents sur mon bureau et je lui ai raconté toute l'histoire, sans rien omettre. Chaque détail douloureux, chaque abandon, chaque appel qui n'arrivait que lorsqu'ils avaient si besoin d'argent. Dubois écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles, hochant la tête au bon moment. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé d'un air pensif. « Éléonore, » a-t-il dit, « ce dossier est solide. Le testament a été fait dans toutes les formes légales. Stéphane était en pleine possession de ses moyens, et nous avons la documentation médicale pour le prouver. De plus, je crois savoir que vous êtes avocate. » J'ai acquiescé. Je suis spécialisée en droit de la famille et des successions. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Alors vous comprenez exactement à quel point le dossier de votre fils est faible. Il parie sur votre intimidation, sur le fait que vous ne voudrez pas affronter le scandale public. Mais si vous êtes prête à vous battre, nous allons les anéantir au tribunal. Le mot « anéantir » semblait fort, presque violent, mais il y avait une forme de justice là-dedans aussi. Ils avaient choisi cette voie. Ils avaient décidé de transformer la douleur de la perte de Stéphane en une bataille juridique. J'allais simplement me défendre. Nous avons passé les semaines suivantes à préparer le dossier. Nous avons rassemblé des preuves, des relevés téléphoniques montrant le manque de communication de Thomas avec moi pendant des années, sauf quand il avait besoin d'argent. Des virements bancaires documentant chaque prêt, chaque paiement, chaque sauvetage financier que Stéphane avait effectué. Des témoignages d'employés de l'entreprise confirmant que j'avais été présente à l'hôpital tous les jours pendant la convalescence de Stéphane, alors que Thomas était à peine apparu. Nous avions aussi quelque chose de plus puissant, le dossier médical complet de Stéphane. Des évaluations psychologiques faites après sa crise cardiaque qui confirmaient qu'il était mentalement compétent, lucide, capable de prendre des décisions complexes. Nous avions même un enregistrement vidéo que Stéphane avait insisté pour faire lors de la signature du testament, expliquant ses raisons de sa propre voix, avec ses propres mots. Dans cette vidéo, Stéphane avait l'air fatigué mais ferme. « Mon fils Thomas recevra 250 000 €, disait-il en regardant directement la caméra.
C'est une somme généreuse qui lui permettra de tracer son propre chemin, s'il apprend la discipline et le travail. Mais le reste de mon patrimoine revient à ma femme Éléonore, qui a sacrifié sa carrière pour élever notre fils, qui a été à mes côtés dans les pires moments, qui ne m'a jamais rien demandé mais qui mérite tout. Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'homme que Stéphane avait été et pour l'homme qu'il était finalement devenu dans ces derniers mois. J'ai pleuré pour les années perdues et pour les derniers moments qui, eux, avaient été sincères. J'ai pleuré parce que, dans cette vidéo, j'ai vu l'amour qui avait toujours été là, mais qu'aucun de nous n'avait su exprimer correctement jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Pendant ce temps, Thomas et Chloé ont engagé leurs propres avocats. Un cabinet cher et agressif, connu pour gagner des affaires difficiles par des tactiques d'intimidation. Ils ont commencé une campagne de dénigrement. Ils ont divulgué des informations à la presse sur la veuve millionnaire qui avait manipulé son mari mourant. Certains journaux à scandale ont publié des articles avec des titres sensationnalistes. Une femme au foyer sans éducation hérite d'un empire. Un fils déshérité se bat pour la justice. Mes clients ont commencé à me poser des questions sur les articles. Certains étaient inquiets, d'autres curieux. Sophie, mon assistante, était furieuse. « Comment ose-t-il » disait-elle en lisant les articles sur son téléphone. « C'est de la pure diffamation. Nous devrions les poursuivre aussi. » Je l'ai calmée avec patience. « Laisse-les faire, » ai-je dit. « Quand nous serons au tribunal, la vérité éclatera. » Les mensonges ne fonctionnent que lorsqu'il n'y a pas de preuves pour les contredire. Mais la campagne de dénigrement a eu un effet. Certains clients ont annulé leurs dossiers avec moi, disant qu'ils ne voulaient pas être associés à des scandales publics. Certaines connaissances ont cessé de me rappeler. Le quartier où j'avais vécu pendant des années est soudain devenu hostile, plein de regards curieux et de chuchotements dans mon dos. C'était comme si j'avais fait quelque chose de mal, comme si défendre ce qui m'appartenait légalement était un crime. J'ai reçu des appels anonymes au milieu de la nuit, des voix déformées, me disant de renoncer à l'héritage, de laisser ce qui ne m'appartenait pas, qu'une femme comme moi ne méritait pas tant d'argent. Certains messages leur étaient plus spécifiques, menaçant de révéler des secrets qui n'existaient pas, promettant de ruiner ma réputation professionnelle. J'ai changé mon numéro de téléphone 2 fois. J'ai installé des caméras de sécurité chez moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu vraiment peur. Dubois m'a assuré que c'était normal dans les affaires de ce genre. Ils essaient de vous briser émotionnellement avant d'arriver au tribunal, a-t-il expliqué. S'ils parviennent à vous faire abandonner, ils gagnent sans même se battre. Mais si vous tenez bon, si vous montrez que vous ne vous laisserez pas intimider, ils finiront par se rendre compte qu'ils vont perdre. Alors j'ai tenu bon. J'ai continué à travailler, à vivre, à me préparer pour le procès. La date du procès a été fixée à 6 mois après l'assignation. 6 mois d'attaques constantes, de stress sans fin, de nuits blanches, à me demander si je faisais ce qu'il fallait. 6 mois à me demander si ça valait la peine de se battre, s'il ne serait pas plus simple de diviser l'héritage et d'en finir. Mais chaque fois que j'envisageais d'abandonner, je me souvenais des mots de Lucien. Le véritable héritage n'est pas l'argent que l'on laisse. C'est la différence que l'on fait dans la vie des gens que l'on touche. Stéphane avait pris une décision consciente. Il avait choisi de me récompenser pour des décennies de sacrifices, de présence, d'un amour inconditionnel qui n'attendait rien en retour. Si je cédais maintenant, si je laissais Thomas et Chloé m'intimider pour que je renonce à cet héritage, je dirais que Stéphane avait eu tort. Je dirais que mon sacrifice ne valait rien. Et ça, je ne pouvais pas le faire. Une semaine avant le procès, Chloé a tenté une dernière manœuvre. Elle m'a appelé directement, court-circuitant les avocats. « Madame Mercier », a-t-elle dit d'une voix qui se voulait conciliante. « Nous devons parler de femme à femme, sans les avocats. Nous pouvons régler ça de manière civilisée. » J'ai accepté de la rencontrer, plus par curiosité que par espoir de résoudre quoi que ce soit. Nous nous sommes vus dans un café neutre, un lieu public où je savais qu'elle ne pourrait pas faire de scène.
Chloé est arrivée à l'heure, vêtue d'un tailleur gris perle, qui criait l'argent et le pouvoir. Elle s'est assise en face de moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Écoutez, » a-t-elle dit en allant droit au but. « Soyons réalistes. Vous ne savez pas comment diriger une entreprise. Vous n'avez aucune expérience en affaires. En 6 mois, vous allez ruiner tout ce que Stéphane a construit. La société va s'effondrer et tout le monde perdra. Vous y compris. » J'ai continué à boire mon café en silence, la laissant parler. « J'ai une proposition, » a-t-elle poursuivi en se penchant en avant. « Donnez-moi le contrôle opérationnel de l'entreprise. Vous pouvez garder les propriétés avec une somme généreuse en espèces, disons 2 millions d'euros. C'est plus que ce que vous n'avez jamais rêvé d'avoir. Et nous nous occupons des affaires. Tout le monde y gagne. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et qu'est-ce que Thomas gagne là-dedans ?» ai-je demandé. « Parce que quelque chose me dit que ce n'est pas son idée. » Chloé a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Thomas obtient ce qui lui revient, en tant que fils. L'entreprise que son père a bâtie, l'héritage familial. C'est juste. J'ai secoué la tête lentement. Ce qui est juste, c'est ce que Stéphane a décidé. Il savait exactement qui vous étiez. Il savait que seul l'argent vous importait. C'est pourquoi il a pris la décision qu'il a prise. Chloé, votre façade de préoccupation ne me trompe pas. Elle ne m'a jamais trompée. Son visage s'est durci. Le masque aimable est tombé complètement. Vous faites une erreur, a-t-elle dit d'une voix froide. Au tribunal, nous allons vous détruire. Nous allons prouver que vous êtes une manipulatrice, une opportuniste qui a profité d'un homme malade. Quand nous en aurons fini avec vous, il ne restera plus rien de votre précieuse réputation. Je me suis levée, laissant de l'argent sur la table pour payer mon café. « Essayez !» ai-je dit. « On se voit au tribunal. » Je suis sortie de ce café en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la clarté, une détermination absolue. Il n'y avait plus de doute, plus de culpabilité. J'allais me battre avec tout ce que j'avais. J'allais gagner. Pas seulement pour moi, mais pour Stéphane, pour Lucien, pour toutes les versions de moi-même qui avaient été ignorées et sous-estimées pendant des décennies. Et nous voilà arrivés au jour du procès, au moment où j'ai franchi ces portes du tribunal et vu Chloé rouler des yeux en me voyant entrer. Au moment où le juge s'est arrêté en me voyant, où son visage est passé de neutre à surpris, où il a prononcé ces mots qui ont tendu toute la salle. Un instant. Les accusations visent Madame Mercier, Éléonore Mercier. Le juge a enlevé ses lunettes et m'a regardé avec une attention renouvelée. « Maître Mercier !» a-t-il dit d'une voix qui contenait quelque chose qui n'était pas là quelques secondes auparavant. « Vous êtes l'avocate Éléonore Mercier, celle qui a mené l'affaire Rochefort contre l'État il y a 3 ans ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation qui cherchait confirmation. J'ai légèrement hoché la tête. « C'est bien moi, monsieur le juge. » J'ai vu la couleur quitter le visage de Chloé. J'ai vu Thomas se pencher vers son avocat, chuchotant frénétiquement. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient jamais su. Pour eux, j'avais toujours été juste maman, juste la femme de papa, juste la femme au foyer sans importance qui cuisinait et nettoyait. Ils n'avaient jamais pris la peine de savoir ce que j'avais fait de ma vie après qu'ils aient cessé de me prêter attention. Ils n'avaient jamais demandé, jamais cherché. L'affaire Rochefort avait été l'un de mes plus grands succès. Une femme de 60 ans qui avait été escroquée par sa propre famille, dépouillée de sa retraite et de sa maison par des documents frauduleux. J'avais pris l'affaire pro bono. Je m'étais battue pendant 2 ans contre des avocats d'affaires, aux ressources illimitées, et j'avais gagné. Non seulement j'avais récupéré tout ce qu'on lui avait volé, mais j'avais obtenu que les responsables soient poursuivis pénalement. L'affaire avait fait la une de toutes les revues juridiques. Elle avait établi d'importants précédents. Le juge était le même magistrat qui avait supervisé cette affaire. Il se souvenait de mon travail, de ma ténacité. Il se souvenait comment j'avais démantelé chaque argument de la défense avec une précision chirurgicale. Et maintenant, il me voyait de l'autre côté,
accusé exactement du même type de manipulation que j'avais combattu des années auparavant. L'ironie était si flagrante que je pouvais presque la goûter. « Poursuivez », a finalement dit le juge, bien que son ton ait complètement changé. Il n'y avait plus cette neutralité bureaucratique. Il y avait de l'intérêt, de la curiosité, peut-être même un respect anticipé pour ce qu'il s'apprêtait à voir. L'avocat de Thomas s'est levé, clairement décontenancé par l'échange qui venait d'avoir lieu. Il a commencé sa plaidoirie d'ouverture avec moins d'assurance qu'il ne l'avait probablement prévu. Il parlait d'une femme vulnérable qui avait été séduite par les promesses d'un homme riche. Il parlait d'un fils aimant qui voulait seulement protéger l'héritage de son père. Il parlait de manipulation émotionnelle, de profit sur un homme sur son lit de malade. Chaque mot était un mensonge soigneusement construit, conçu pour me faire passer pour une méchante. J'écoutais sans expression, prenant des notes occasionnelles, attendant mon tour. Quand Dubois s'est levé pour présenter notre défense, l'atmosphère dans la salle a changé. Il avait une présence qui exigeait l'attention, une voix qui remplissait l'espace sans avoir besoin de crier. « Monsieur le juge », a-t-il commencé, « ce à quoi nous assistons ici n'est pas une affaire de manipulation, c'est une affaire de conséquences. Les conséquences de décennies d'abandon émotionnel, d'appels qui n'arrivaient pas que lorsqu'on avait besoin d'argent, d'une mère traitée comme un distributeur automatique par son propre fils. Il a présenté les preuves méthodiquement. Les relevés téléphoniques montrant des années de silence interrompus, uniquement par des demandes d'argent. Les virements bancaires documentant plus de 500 000 € donnés à Thomas et Chloé, en prêts jamais remboursés. Les témoignages d'employés de l'hôpital confirmant que Thomas n'avait rendu visite à son père qu'une seule fois, pendant sa convalescence, alors que j'y étais tous les jours pendant des semaines. Puis est venue la vidéo. Les lumières ont été baissées et la voix de Stéphane a rempli la salle. Je l'ai vu à l'écran, assis dans le bureau de Perrin, avec cette expression sérieuse qu'il prenait lorsqu'il prenait des décisions importantes. J'ai entendu ces mots, expliquant exactement pourquoi il avait pris cette décision, pourquoi je méritais cet héritage, pourquoi Thomas avait besoin d'apprendre des leçons que l'argent facile ne lui avait jamais enseignées. Quand la vidéo s'est terminée, j'avais les larmes aux yeux, mais il y avait aussi des larmes dans les yeux de certaines personnes dans le public. L'avocat de Thomas a tenté de discréditer la vidéo. Il a soutenu que Stéphane était sous forte médication, que j'aurais pu être hors champ pour lui souffler quoi dire, qu'un homme dans son état était vulnérable à la manipulation. Mais Dubois était préparé. Il a présenté les dossiers médicaux complets, les évaluations psychologiques faites le jour même de la vidéo, confirmant que Stéphane était parfaitement lucide, sans effet de médicaments pouvant altérer son jugement. Ensuite sont venus les témoignages. Des employés de l'entreprise de Stéphane ont parlé de la façon dont j'avais visité le bureau pendant sa convalescence, comment j'avais posé des questions intelligentes sur les opérations et les finances, comment j'avais montré un intérêt sincère à comprendre l'entreprise dont j'allais hériter. Le comptable personnel de Stéphane a témoigné qu'il m'avait préparé pendant des mois, m'enseignant les investissements et la gestion, s'assurant que je pourrais gérer la fortune de manière responsable. Ils ont même appelé certains de mes propres clients. Une femme qui avait été dans une situation similaire à la mienne a témoigné de la façon dont je m'étais battue pour elle, comment j'avais récupéré ce que sa famille lui avait volé. Un homme dont le père avait été déclaré incompétent à tort a parlé de mon intégrité professionnelle, de la façon dont j'avais refusé les pots de vin et les pressions pour rester du bon côté de la justice. Quand est venu le moment des plaidoiries finales, Thomas a pris la barre. Son avocat lui avait conseillé de montrer de l'émotion, de la vulnérabilité, la douleur d'un fils qui avait perdu son père, et maintenant aussi son héritage. Mais Thomas n'était pas un bon acteur. Ses mots sonnaient répétés, faux. Mon père était mon héros, disait-il d'une voix qui se voulait briser. J'ai toujours voulu suivre ses pas, continuer son héritage. Et elle, il a pointé un doigt accusateur vers moi. Elle m'a volé cette chance. Dubois l'a détruit lors du contre-interrogatoire. Combien de fois avez-vous rendu visite à votre père à l'hôpital après sa première crise cardiaque?
a demandé Thomas. Il a hésité. Je ne sais pas, plusieurs fois. Dubois a présenté les registres de visite de l'hôpital. Une seule fois, Monsieur Mercier. Vous lui avez rendu visite exactement une fois en 3 semaines d'hospitalisation. Thomas est devenu blême. J'étais occupé par le travail, a-t-il murmuré. Et combien d'argent votre père vous a-t-il prêté ces 5 dernières années? De nouveau, Thomas a hésité. Je n'ai pas tenu de compte exact. Dubois a souri sans humour. Des transferts documentés qui n'ont jamais été remboursés. Appelez-vous cela des prêts? Ou des subventions pour un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre? La salle était dans un silence absolu. Thomas n'avait pas de réponse. Il a baissé les yeux, vaincu, et a été excusé de la barre. Quand ce fut mon tour de témoigner, je suis montée calmement. J'ai juré de dire la vérité, et je me suis assise, regardant directement le juge. Dubois m'a d'abord posé des questions de base, établissant mon histoire, mon sacrifice, ma carrière abandonnée, puis retrouvée. Puis il en est venu à la question importante. Maître Mercier, avez-vous manipulé votre mari pour qu'il change son testament en votre faveur? Non, ai-je répondu d'une voix ferme et claire. Stéphane a pris cette décision entièrement seul. Je ne savais même pas qu'il avait changé son testament avant sa mort. Il me l'a dit quelques jours avant de décéder, mais c'était déjà fait. Il m'a expliqué ses raisons, et je les ai respectées, parce que c'étaient les siennes, pas les miennes. L'avocat de Thomas m'a attaqué lors du contre-interrogatoire. Il a essayé de me faire passer pour calculatrice, froide, opportuniste. Mais j'avais passé des années dans les tribunaux. Je savais comment garder mon calme sous la pression. Après 3 jours de témoignages, de preuves et d'arguments, le juge a annoncé qu'il rendrait son verdict dans 1 semaine. Cette semaine fut une éternité. J'ai passé les nuits éveillées, ressassant chaque moment du procès, me demandant si j'en avais fait assez, si la vérité avait été suffisamment claire. Dubois m'assurait que nous avions gagné, que c'était évident pour quiconque voyait les preuves. Mais la peur persistait. Le jour du verdict, la salle était comble. Le juge est entré, l'air sérieux et imperturbable. « Après avoir examiné toutes les preuves présentées, a-t-il commencé, je suis parvenu à une conclusion claire. Le testament de M. Stéphane Mercier est parfaitement valide. Il a été rédigé en pleine capacité mentale, sans coercition ni manipulation indue. Les allégations des demandeurs sont sans fondement et sont rejetées dans leur intégralité. J'ai senti quelque chose se libérer en moi, un poids que je portais depuis des mois se soulever enfin. Le juge a poursuivi. De plus, a-t-il dit en regardant directement Thomas, ce tribunal observe que cette affaire semble motivée non par la justice, mais par la cupidité. Monsieur Mercier père a pris une décision consciente, basée sur des années d'observation du comportement de son fils. Cette cour respecte cette décision. Thomas et Chloé ont quitté le tribunal sans me regarder. Je les ai vus s'éloigner, leur rêve de richesse facile détruit, leur vraie nature exposée aux yeux de tous. Je n'ai ressenti aucune joie dans leur défaite, seulement de la tristesse pour ce que nous aurions pu être et que nous n'avons jamais été. Ce soir-là, seule dans la maison qui était maintenant entièrement la mienne, je me suis assise dans le jardin où je prenais le café avec Lucien. J'ai regardé les étoiles et j'ai senti sa présence, et celle de Stéphane aussi. « Merci », ai-je murmuré au vent. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je dirige l'entreprise de Stéphane avec l'aide de gestionnaires compétents. J'ai créé une fondation à la mémoire de Lucien qui aide les femmes âgées dans des affaires juridiques qu'elles ne peuvent pas se permettre. Je continue de prendre des cas dans mon cabinet, me battant pour ceux qui n'ont pas de voix. Thomas m'a envoyé un message il y a 6 mois. Il disait juste « Pardon ». Je n'ai pas répondu. Certaines blessures sont trop profondes. Certains ponts sont brûlés au-delà de toute reconstruction. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Peut-être pas. Mais j'ai appris que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang, c'est ceux qui partagent votre vie. L'héritage que Lucien et Stéphane m'ont laissé, ce n'était pas l'argent. C'était la leçon qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver soi-même.